Grâce au cybercafé, beaucoup d'Africains ont à présent accès au net. Et chaque jour, le nombre d'internautes augmente. À cause de la jeunesse de leur population, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient ont été en 2009 les zones les plus dynamiques en termes de progression sur le marché de l'Internet. Désormais, pour rester au beurre de l'actualité nationale et internationale, un seul site, newsinfoafrique.com. News Info Afrique est un site web panafricain, généraliste et participatif, qui permet aux internautes du continent de s'informer sur l'actualité, de partager leur passion de la politique, du sport ou de la musique et de donner leurs opinions sur des sujets divers. Ce site est édité en français, avec des bureaux déjà installés en Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc et en France. Retrouvez aussi en podcast les différents numéros des grandes gueules de la semaine sur newsinfoafrique.com. Newsinfoafrique.com, suscitez l'opinion et cultivez les passions. Trouvailles Radio Espace. Sur la toile, vous recherchez des infos fiables et équilibrées sur la Guinée? Nous vous conseillons newsinfoafrique.com, guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Des sites de référence sur l'information fiable et équilibrée sur la Guinée. Ne vous trompez plus. Ne vous trompez plus. L'actu guinéenne, c'est leur spécialité. Décideurs, promoteurs, ONG, commanditaires, associez votre image au site de référence conseillé par Radio Espace. Ayez le réflexe juste. Ça se passe en Guinée. C'est directement sur guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com, ou encore galani.com. internautement vôtre, en un seul clic, et la Guinée est à vous. Jour J-11. Le derby ASK Oroya. Ou le choc des titans. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Adouraman Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Girassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez le GG, mesdames et messieurs, ensemble pour une heure et demie, décrypter l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission tous les matins sur Radio Espace, diffusée aussi sur Suite FM à 18h et tous les soirs. En prime, juste après le JT, vous nous regardez sur Gangan TV. Au ministre les GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité. L'opposition maintient son mot d'ordre de manifester demain jeudi 18 avril. Elle appelle à une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire guinéen. Cette manifestation fait suite à la convocation du corps électoral le 30 juin prochain par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il fait dire, si vous voulez, et à quoi peut-on s'attendre? C'est la question que les GG posent ce matin. Nous allons avoir dans notre émission ce matin Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition, Saloum Cissé, secrétaire général de RPG Arc-en-Ciel, et Chérif Abdallah, président du GOA. On s'intéresse aussi à cette actu. La Guinée perdure dans la crise politique. Plus de 2 ans après la présidentielle, l'organisation des législatives suscite toujours des polémiques. L'espoir naît par la mise en place d'un cadre de concertation avant de s'amenuiser après l'annonce des mesures de sécurisation du processus électoral et la fixation de la date des élections au 30 juin 2013. Quelle analyse peut-on faire de la situation en Guinée? La question est posée sur les GG. Elhadj Bahouri, vice-président de l'UFDG en exil depuis 2011. Nous allons l'avoir en direct dans notre émission et d'autres news évidemment viendront s'ajouter à tout ceci. Vous le voyez à l'écran, Monsieur Sega Diallo. Oui, Sega, hier, depuis 2 jours maintenant, on parle de lui dans cette émission parce que tout simplement, il y a quelque chose qui se passe avec le CNC, le Conseil national de la communication. Je dis bien le Conseil national de la communication. Qu'est-ce qui se passerait de ce côté? Sega Diallo est dans notre émission ce matin en exclusivité. Nous allons essayer de l'interroger encore une fois. Merci de nous rejoindre. Moi, Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Aboubakar Diallo. Bonjour Lamine. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Allez, le micro n'est pas activé, Moussa. Allez, voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Bien. Monsieur Sega Diallo, bonjour. Bonjour Lamine Voilà. et bonjour aux grandes gueules. Voilà. Allez, Adouraman Diallo qui n'est pas avec nous pour de soucis de santé, donc on va essayer de nous souhaiter prompt rétablissement, et Bantanko qui va nous rejoindre dans quelques instants. D'abord, on essaye de revenir un petit peu sur l'actualité. Hier, ça n'est pas passé inaperçu. Absolument. Eh ben, les décrets. Oui, Boukari Keita, c'est ce qui a retenu l'attention des Guinéens. En tout cas, Boukari Keita finalement congédié
il fallait en venir à cela depuis très longtemps. Quand les événements de Guéguédou ont éclaté, des voix se sont élevées de partout pour réclamer la tête de ce préfet. Mais ce qu'on a vu après, c'est que le monsieur, au lieu d'être congédié, il a été plutôt casé du côté de Mandiana. Et je pense que cela n'a pas duré longtemps. Et finalement, Boukari Keïta a été rattrapé par son passé. On ne nous dit pas les raisons pour lesquelles Boukari Keïta finalement quitte l'attelage au niveau de l'administration, mais ce qui est sûr, Boukari Keïta est finalement remercié, et je pense que c'est le président de la République lui-même qui s'est résolu à aller dans ce sens-là, parce que la précédente fois, vous vous rappelez, c'était le ministre de l'administration du territoire qui l'avait casé de ce côté, et je pense que pour tout ce qui a été dit sur ce préfet, on ne va pas du tout entrer dans tous les détails. Il était grand temps finalement que ce préfet sorte de l'administration au niveau de la structure déconcentrée. Abakadele, vous êtes catégorique là-dessus, hein? Ah mais absolument. Et, après tous les reproches qui ont été faits, moi je dis pas forcément que tout ce qui a été dit sur Boukari Keïta est vrai, mais selon toutes les informations que nous avons pu butiner quand les événements de Guéguédou ont éclaté, il est apparu que la faute est venue de Boukari Keïta, que c'est lui qui a autorisé, a fait une certaine discrimination en favorisant des associations proches de la mouvance présidentielle à organiser les festivités de fin d'année sur les berges du fleuve Makona, et ça a créé des remous, et finalement le monsieur, selon certaines informations aussi, aurait insulté les populations locales, ses administrés, ce qui a fait monter la tension. Il y a eu des morts à Guéguédou, vous vous en souvenez. Donc je pense qu'il était temps que l'ivresse soit séparée de la bonne graine. Bien, allez, Moussa Moïsi là, on s'attendait peut-être, ou vous attendez, élément de réponse? Non, moi je m'y attendais pas du tout, j'ai pensé que c'était quelqu'un de très important, un poids électoral, faut pas mâcher, faut pas se cacher, et parce que tout simplement je n'arrivais pas à comprendre que lorsqu'un préfet dans une préfecture comme Guéguédou arrive à être au cœur d'un tel scandale, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des morts, et qu'au-delà, la majorité des citoyens de cette préfecture l'ont rejeté. Ils ont estimé que réellement il avait tenu un discours qui n'appelait pas à l'unité. Ce préfet, au lieu d'être démis de ses fonctions en ce moment, a directement été reconduit ailleurs. Je pense que la mesure, elle est tardive certes, mais elle est importante, parce que tout simplement il faudrait donner une leçon à tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, qu'on ne peut pas être à la tête d'une préfecture et ne pas comprendre les besoins des personnes qu'on administre. Surtout qu'on a vu récemment Ahmed Kamara Bantanko, le ministre de l'administration du territoire, Alassane Condé, qui a mené une tournée à l'intérieur du pays, entre autres sensibiliser ses préfets d'être impartial. Bantanko. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est vrai, Alassane Condé, on l'a vu après surtout ces manifestations qui sont survenues à Guéguédou, bien entendu. Il est parti à l'intérieur du pays pour faire un petit peu, donc s'il faut le dire ainsi, donner des leçons aux administrateurs. Vous savez déjà, il avait évoqué ce cas. Le problème aujourd'hui de nos administrateurs territoriaux, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas cette formation, ils n'ont pas la formation requise aujourd'hui, et il avait même parlé de cette... Non mais vous savez, on dit qu'en Guinée il n'y a pas de cette école d'administration, donc oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dit donc qu'avec ça, il pourrait juguler avec les problèmes. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas cette école donc d'administration, il va falloir qu'on le fait avec. Justement. Et c'est raison pour laquelle le ministre avait dit qu'il allait partir auprès de ces gens pour leur donner un petit peu. Est-ce on peut dire quelque part, Ahmed Kamara, on l'enlève, on va essayer de le recaser quelque part, ou vraiment il va être autonome ou indépendant complètement? Quand on prend le cas de Kadi Joly, du côté de la présidence, on sait qu'elle était ministre. Entre-temps, on l'a enlevée, mais elle est toujours à la présidence. Écoutez, je sais pas quel est le poids de ce préfet, mais ce qui reste clair, c'est un décret présidentiel et qu'il l'appelle à d'autres fonctions. Il est appelé à d'autres fonctions. Voilà, d'autres fonctions, c'est tout à fait normal parce qu'il est fonctionnaire. D'autres fonctions, il peut être, je sais pas quoi, mais ce qui reste clair, c'est qu'il est fonctionnaire. Donc après son poste de préfet, il peut aller occuper un autre poste qui n'est pas forcément le poste de préfet, mais ça peut être dans l'administration. Alors, mais ce qui reste clair, c'est que c'est un décret personnel, présidentiel. Donc le président, c'est sa discrétion personnelle. Et moi, tu n'as pas le commentaire.
commentaire à faire dessus. Bien. Ce qui reste clair, je pense que ça pourrait peut-être soulager ceux quand même qui ont les populations qui ont pris du plomb dans l'aile. On se souvient quand il avait interdit donc aux jeunes de la localité de ne pas manifester ou encore de ne pas fêter les festivités de fin d'année sur les berges du fleuve Makona. Je pense que ça pourrait peut-être soulager ces populations aujourd'hui qui à un certain moment se sont quand même sentis ségrégés. Mais ce qui reste clair, comme je l'ai dit, c'est un décret présidentiel. Alors moi, pour les adeptes, on va aller vite. On s'intéresse, on va dire au cadre du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Hier, vous avez fait un saut de ce côté. Oui, je me suis rendu à un démembrement de ce ministère du côté de l'OGP, dans les alentours de l'OGP, pour ceux qui connaissent la ville. Et il faut dire que vous avez un ministère, un département ministériel qui semble passer inaperçu et qui pourtant a une part de 14 milliards de francs guinéens dans le budget national. Et vous avez à sa tête un ministre qu'on pourrait qualifier d'un homme du sérail pour la casquette d'homme d'écrivain, d'homme de lettres. Mais selon les informations à notre disposition, ce ministre ne serait pas un orfèvre en la matière et s'y connaîtrait pas très bien pour l'élaboration de la politique nationale du développement culturel. Il aurait fait venir un expert, un soi-disant expert du Sénégal. Vous savez, ce petit complexe que nous avons, nous les Guinéens. Ah oui, mais ça, quand même, vous me le considérez. C'est qu'à tout moment, nous sommes complexés devant des soi-disant experts qui viennent de l'étranger, alors que nous avons de l'expertise locale. Et ce monsieur, quand il est arrivé, le document qu'il a élaboré aurait été rejeté en Conseil des ministres. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les cadres de ce département que nous sommes allés voir hier, qui travaillent dans des conditions extrêmes, qui se retrouvent dans des contreplaqués, disons, dans des isoloirs, et qui n'ont aucun moyen de faire fonctionner le ministère, et qui sont coupés complètement de leur ministre. Parce qu'ils m'ont fait comprendre que ça fait 6 mois qu'ils ont cherché à rencontrer Ahmed Tidjani Cissé et ils sont bloqués par le secrétaire général de ce département et le chef de cabinet. Ils comprennent pas. Ils se demandent à quoi servent les 14 milliards de francs guinéens qui sont mis à la disposition de ce département. Ils sont là, ils sont sans moyens de fonctionnement et il n'y a aucun projet qui est exécuté sur le terrain. Vous savez un peu, le ministre de la Culture, c'est à travers les cérémonies. Moi, j'apprécie bien ce ministre. Oui, absolument. Mais c'est que concrètement sur le terrain, et ça je vous dis, c'est vraiment des propos de cadres de ce département qui se plaignent, qui disent que absolument, Lamine, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'activité sur le terrain. Ils sont sans moyen de fonctionner. Bien. Il est vrai, il est important de se poser des questions sur la gestion de ces 14 milliards de francs guinéens. À quoi ce montant sert. Mais également, il faut de l'autre côté ne pas oublier que le gouvernement n'a accordé aucune importance à ce ministère. Ce ministère n'est pas... C'est vous qui le dites. Je le dis parce qu'il y a des faits. C'est vous qui le dites. C'est palpable. Vous ne comprenez rien. Je comprends très bien. Je comprends très bien. La Guinée d'avant. Je comprends très bien. Écoutez, vous, peut-être il y a un moment. Non, mais écoutez, vous avez peut-être un peu vécu cette époque ou bien vous avez ouvert des livres pour comprendre que la Guinée, à l'époque, était un pays reconnu pour sa culture. Aujourd'hui, nous sommes reconnus par nos grèves et nos descentes dans les rues, par nos clashs entre politiciens et que sais-je encore. Aujourd'hui, nous avons oublié ce ministère parce que rien que par l'architecture de ce ministère, vous comprendrez que c'est un ministère qui est jeté à l'abandon, qui est jeté aux oubliettes. Le ministère, combien de fois ils ont inhalé de la poussière du côté du pont de 8 novembre. Regardez ce ministère, vous allez trouver qu'il y a même à l'intérieur de ce ministère des seaux communs pour recueillir de l'eau de pluie parce que tout simplement il y a des fuites. Comment voulez-vous qu'un tel ministère puisse avoir de l'importance? Ça c'est important. Nous avons des sites historiques qui sont en train de disparaître. La description que Moussa fait, je pense que c'est important. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui est fait des 14 milliards de francs. Il est important de le dire, il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent, mais il est important également d'attirer l'attention de Monsieur le Président qu'il y a un ministère de la Culture. S'il a eu confiance cette fois-ci de créer un ministère département à part entière consacré à ce secteur, je pense qu'il faut y mettre les moyens et à Monsieur Ahmed Tidjani Cissé de communiquer. Pourquoi est-ce qu'il serait si difficile de rencontrer son propre ministre? Allez, le ministère délégué à la santé dément formellement les accusations. C'est vous qui avez été... Oui, c'est Moussa, voilà. Moussa. Les accusations de détournement de fonds portées à son encontre par un praticien, Monsieur Traoré, qui était dans nos locaux. Oui, dans les couloirs des différents
ministère. Hier, Destranquête était sur le terrain. Nous avons rencontré le ministre délégué à la Santé, Dr Naman Keita, qui nous a entretenu, qui a accepté de nous entretenir. Il nous a donné de larges informations sur ce dossier du tradipraticien Traoré. Alors, il paraît que, selon monsieur le ministre, ce tradipraticien serait venu le voir avant même qu'il ne soit nommé ministre du côté de la santé. Il a rencontré le monsieur qui revendiquait un peu le poste de président des tradipraticiens de Guinée. Alors que le ministère avait déjà... Ne me dites pas que le ministre a dit que c'est un fou qui est venu nous voir. Le ministre a dit que c'est quelqu'un qui est un tout petit peu débile quand même. Il y a un fil qui manque. Il y a une case qui manquerait. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de le confronter dans ce studio. Exactement, mais un souhait du ministre. Il nous a dit de le faire et nous sommes en train de mener l'enquête pour que M. Traoré puisse être là, parce que vous conviendrez avec moi que sur le terrain, en matière de médecine traditionnelle, c'est Savanois qui se fait entendre, qui est beaucoup connu. Celui qui a appuyé cette et l'affirmation comme quoi il y a eu détournement de 20 millions de dollars. Monsieur le ministre a pris sa tête, il s'est dit tiens, si j'ai 20 millions de dollars, je ne sais pas si je serai dans ce bureau. Si je pouvais détourner 20 millions de dollars pendant qu'il y a la caisse unique, il s'interroge. Et là, c'est le point sur lequel il faut insister. Le ministre nous a dit que ça porte plutôt cette affaire sur 1000 dollars qui auraient été donnés par l'Organisation mondiale de la santé pour aider les tradipraticiens à ne pas être en marge de la journée mondiale des tradipraticiens. Alors donc le monsieur aurait été plusieurs fois rencontré par les services spéciaux de la présidence, par d'autres ministres aussi qui se sont impliqués pour amener Naman Keita à écouter ce monsieur. Mais chaque fois qu'il a été question de confronter ce monsieur à une quelconque autre tierce personne, le monsieur a simplement disparu. Voilà, nous sommes ici, là, on va continuer sur ce dossier, pourquoi pas, dans nos prochains numéros. Jour J-11, le derby ASK Oroya, ou le choc des titans. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubakar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et aussi sur Suite FM tous les soirs à 18h. Vous écoutez cette émission sur 99.3 Gangan TV qui relaie l'émission juste après le JT. Dans un instant, on en parle. On s'intéresse à cette actualité. L'opposition maintient son mot d'ordre de manifester demain jeudi 18 avril. Elle appelle à une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire guinéen. Cette manifestation fait suite à la convocation du corps électoral le 30 juin prochain par le chef de l'État, Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition, Saloum Sissé, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, et Chérif Abdallah, président du GOA. Nous allons les avoir dans la deuxième partie de cette émission. On sait aussi, Bahouri se fait entendre ce matin du côté de Paris. La Guinée perdure dans la crise politique. Plus de 2 ans après la présidentielle, l'organisation de législatives suscite toujours des polémiques. Bahouri, ce matin, il va intervenir. Mais bien avant, vous avez à l'écran Monsieur Sega Diallo qui est dans nos locaux. Monsieur Sega Diallo, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, depuis lundi, nous avons lancé la balle avec le CNC. Qu'est-ce qui se passerait exactement? Apparemment, on a dit que vous auriez, ou vous serez, voilà, c'est bien dit, biaisé par le CNC. Qu'est-ce qui se passe exactement, Sega? Oui, Lamine, le journal Footmag a, comme tous les médias guinéens, été doté par l'État guinéen dans la subvention. Et cette subvention a été planifiée par le CNC. Je laisse vos journalistes. Monsieur Ahmed, vous pouvez vérifier à la page 3. Ça, c'est le dispatching du montant qui a été alloué à la presse écrite par le CNC. À la page 3. Le montant est là, et le nom du magazine, Foot Magazine. Vous pouvez vérifier. D'accord. Alors, à la page 3. Ouais. Depuis, je suis arrivé le jour de la distribution. Lamine Diallo, qui travaille chez vous, était aussi venu pour récupérer vos subventions. On était dans la salle. J'ai fait tout le process pour émarger. Il faut signer le nom de la personne qui récupère, il vérifie, voilà. Et je décharge sur le chèque de 16 400 et quelques mille qui reviennent au Footmag. Je finis de décharger, le comptable se met à chercher le chèque dans le lot de chèques. Il ne le retrouve pas. Il me dit, ah, il y a un problème. Je ne retrouve pas le chèque. Après, il se souvient que quelqu'un
du CNC est venu récupérer le chèque. Il le met de côté, il me dit, va voir le conseiller Elage. Je sais plus si c'est Elage Abou. Voilà, c'est ça. Intrigué, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un petit problème, mais va voir, ça va se régler. Donc, je vais voir Elage Abou, et j'entre dans le bureau, je salue, je me présente, je dis, bon, le comptable, le DAF m'envoie vers vous. Elage Abou me dit, non, moi, je te reçois pas, tu ne respectes pas la loi, donc tu n'as pas droit à la subvention. Et pourquoi? Bon. Ah, il semblerait, pour Elage Abou, que je ne sois pas à mesure, que j'ai diffusé mon journal gratuitement, et que la loi m'interdit de le faire. C'est-à-dire que... En fait, il mettait en cause le modèle économique de votre journal. Oui, le modèle économique, mais en même temps, on est en matière de presse, et en Guinée, on autorise que sur les 4 médiums, que les 3 soient gratuits et que 1 ne soit pas gratuit. C'est quand même insensé. Même si la loi, il doit y avoir une jurisprudence là-dessus. Mais ce qui m'étonne, c'est que après 3 mois, le CNC, puisque Madame la Présidente, après mon émission avec les gars de la GPI sur vos ondes, m'avait reçu et m'avait certifié devant son secrétaire général, Monsieur Wasco, que c'est pas l'AGP qui décide de la subvention, c'est le CNC. Et c'est à partir de cet instant que j'ai fui mis dans la planification des journaux qui bénéficient. Et c'est le CNC qui a transmis le dossier au ministère du Budget. Le ministère du Budget a élaboré les chèques. Et donc, toutes les structures ont reçu de l'argent. Donc, pour finir, j'ai ramené 2 exemplaires du journal, le numéro 1 et le numéro 2. Je vous les partage parce que je veux qu'on travaille ensemble pour clarifier. Il y a un conseiller au CNC qui est allé trouver comme astuce pour dédouaner Madame la Présidente, qui doit prendre une décision pour prendre les fonds qui sont destinés au Footmag, pour les reverser à l'AGPI, parce que des membres, des journaux membres de cette structure sont venus crier là-bas, pour dire que le Footmag, qu'est-ce qu'il reproche au Footmag? Le Footmag, hebdo numéro 1, page 2. Le numéro 1, oui, je l'ai ici. Ouais, page 2, oui. Vérifiez, est-ce que vous voyez quelque part où c'est mis édité par la fondation KPC? Ils disent qu'ils ont vu dans mon journal, le numéro 1, page 2, que c'est édité par la fondation KPC. Non, je ne vois pas. Donc, ils décident de prendre le montant qui m'est alloué et d'autres montants de journaux qui sont édités par l'Union européenne ou par la francophonie, ou des journaux qui ont, avec le même nom, ils ont eu un doublon, comme les faits d'ici et d'ailleurs, et de reverser ce montant-là à l'AGPI pour gérer ceux qui sont mécontents. Vous conviendrez avec moi, j'ai pas le temps d'aller tous les jours au CNC pour réclamer 16 millions. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais j'ai mes activités. Et je pense que quand on est une institution de la trempe du CNC, il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Effectivement. Aujourd'hui, je viens sur Espace pour clarifier les choses. Ouais. Je ne renie rien. J'ai des liens privilégiés avec Kerfala Camara. J'ai travaillé pour son groupe. Je me suis occupé de sa communication. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pour sa fondation, qui fait dans l'humanitaire, qui a donné aux médias, qui a donné même aux structures étatiques. L'hôpital Ignace Dine, la RTG, même la cathédrale Sainte-Marie a été rénovée par cette fondation. J'ai travaillé sur cette communication. Mais à aucun moment, vous pouvez appeler M. Kerfala ou l'administratif de sa fondation sur vos antennes, qu'il vous le confirme. Aucune demande n'a émané du Footmag pour demander une subvention pour éditer ce journal. À aucun moment, la fondation n'a passé une pub payante dans ce journal. Alors, dites-nous concrètement, parce qu'on va arrêter de tourner autour du pot dans tout ça. Il y a des lobbying, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous avez des antécédents avec le CNC? Je ne comprends pas. Qui vous en veut? Voilà. Non, je ne peux pas le prendre comme ça. Quand on est président d'une institution, on fait quand même attention à certaines décisions. Il ne faut pas voir le jeune Sega parce que bon, peut-être qu'il n'a pas les dents longues, qu'il ne mord pas assez, qu'il ne vient pas insulter dans vos bureaux, qu'il ne crie pas, et penser qu'on peut le priver de quelque chose qui lui revient de droit. Qu'on me mette la loi devant moi. Hier, quand Ahmed parlait, c'est pour ça que je voulais intervenir aujourd'hui. Si cet argument-là sur la loi était sorti, j'avais décidé, même sur vos ondes, j'avais annoncé que j'allais saisir la Cour suprême pour qu'il y ait une jurisprudence. Pas pour ma propre personne, mais pour tous les médias. Le modèle économique, vous voyez, même en France, François a fermé. Il y a des multitudes de journaux qui ferment. Parce que, imaginez, ça c'est une parenthèse, les journaux tirent à combien en Guinée? Tout le monde le sait. Je ne vais pas donner de chiffres.
personne aujourd'hui en Guinée, hormis 1 ou 2 journaux, ne vendent 1000 exemplaires. Vous, Espace, vous touchez des millions de personnes. Vous coûtez moins cher en termes de pub que ces radios-là. Une semaine de pub à Espace coûte moins cher qu'une parution dans un journal. Vous pensez que les gens vont continuer à passer de la pub dans des journaux qui sont vendus et qui ne sont pas distribués? Le modèle économique, il est là. Il y a eu du lobbying, on le dit. C'est les gens du CNC qui disent qu'ils ont consulté, et les gens de la GPI, qu'ils ont consulté les doyens en la matière. Monsieur Souleymane Diallo, chez qui j'ai appris le métier au Lynx, je l'ai consulté à l'avance. Il m'a dit, explique ton modèle économique écrit. La loi, à l'instant, ne le permet pas. Mais si tu expliques, ça peut passer et ils peuvent regarder. Je suis allé, la présidente du CNC m'a reçu avec son secrétaire général. J'ai été planifié. Un chèque a été émis. On trouve comme argument que le journal est édité. C'est-à-dire on se base sur du faux pour retirer ces fonds-là et les reverser. Au passage, je vous informe que le CNC a distribué tous les chèques lui-même, sauf ces montants-là. Les 35 millions qui ont été bloqués et le montant du FOOTMAG ont été directement reversés à l'AGPI. Pourquoi faire? Vous savez bien que la haute autorité de la communication va être mise en place. Madame Condé peut-être a besoin d'avoir des militants, des gens qui vont voter. Mais je pense que madame doit regarder une chose. Moralement, elle représente la République. Elle doit être irréprochable en prenant une décision. Si elle met devant moi le droit et la loi, c'est la même décision que l'AGPI m'a présentée. Alors, je pense que la distribution de ces fonds, ça date un peu. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi la justice tout ce temps? Parce que simplement, j'ai toujours eu un dialogue avec M. Vasco, qui est le secrétaire général, qui m'a dit non, t'inquiète pas, on va se réunir, le collège va se réunir autour de cette question. À partir du moment où le chèque a été fait et que tu as déjà émargé sur la copie du chèque, je ne vois pas comment on peut te retirer ces fonds. Et sincèrement, Ahmed, je ne suis pas, voilà, j'ai mieux à faire que d'aller pleurer. C'est symbolique. Qu'est-ce que vous reste à faire maintenant, ces gars? Voilà, le combat s'arrête ou bien? Non, le combat il s'arrête pas. Symboliquement, on a constitué un pool d'avocats et on va saisir la Cour suprême pour simplement débouter le CNC sur le fait que cette institution républicaine s'est basée sur du faux pour prendre une décision. Et ça, cette faute, c'est une faute morale. À la place de madame la présidente. Pour vous, parce que je pense pas que l'institution... Il faut être réaliste. Ahmed, Ahmed, je suis d'accord avec toi, mais je te donne l'autorisation. Tu peux te permettre d'appeler KPC sur son portable ou l'administratrice générale de la Fondation KPC pour l'humanitaire pour demander si une fois, c'est-à-dire pour qu'on te donne une subvention dans une institution, il faut au moins qu'on reçoive une demande. Effectivement. Si une fois, le FOOTMAG a demandé à être subventionné par cette institution, au moins tu seras... Maintenant, si le CNC peut se permettre de prendre une décision comme celle-là unique, c'est-à-dire basée sur du faux, et qu'une présidente d'une institution républicaine, parce que quand le président arrive, quand il voyage, elle représente l'État. À ce niveau-là, c'est extrêmement grave. Donc, c'est à ce niveau. La Cour suprême va nous départager. L'important, c'est pas les 17 millions, mais c'est la faute morale. Justement, il faut qu'on sorte de ça. C'est la continuité. C'est pas une lutte pour Sega Diallo seulement, il faut le rappeler. C'est pour, évidemment, s'il y a... Pour les jurisprudences en la matière. Important. Allez, Sega, qu'est-ce qui n'a pas été dit, mon grand? Tout a été dit, sauf que je dis, et je le réitère à Madame Condé, ce n'est pas une histoire d'argent. Bien entendu, le FOOTMAG a été tiré depuis sa première apparition jusqu'il y a 6 mois à 5000 exemplaires distribués gratuitement un peu partout dans la ville. Le modèle économique change parce qu'il y a un des principaux sponsors du football qui se retire, c'est Rio Tinto. Depuis 8 mois, il ne communique plus sur le football. On est en vente pour permettre à ceux qui veulent avoir le journal de l'acquérir, parce que sur la distribution, on n'avait pas une logistique assez étendue pour toucher toute la ville de Conakry. Avec le système de vente, on touche tout le monde. J'en appelle à mes confrères de la presse écrite. Il faut qu'ils comprennent une chose, s'ils ne trouvent pas un modèle économique, ils ne seront pas viables. On ne peut pas tirer 300, 500 exemplaires et penser avoir de l'impact dans l'opinion. Je le dis clairement, c'est un combat, on ira devant la Cour suprême, la justice. Et j'espère, puisque vous allez recevoir M. Khalifa Diaby,
qui est en train de se battre pour promouvoir la liberté, le droit et les libertés publiques, il faut que les autorités elles-mêmes respectent la loi. Quand elles prennent une décision, qu'elles se basent sur la loi, pas sur des décisions incongrues. Qu'est-ce qui interdit à une fondation de financer un journal? Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit? Non. Même si c'était le cas, rien ne leur permet de refuser la subvention du Footmag. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Sega Diallo. On va essayer, si en tout cas de ce côté aussi on veut parler, il n'y a pas de souci, du côté du CNC, parce que c'est, voilà, Ahmed Kamara, on va essayer de gérer cela pour que, si on peut voir la présidente même du CNC en direct, bien évidemment, dans les GG, ça serait super intéressant. Voilà, le GG continue. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ici, pas de politiquement correct. Monsieur CC, merci beaucoup. Je dis ici publiquement aux yeux du peuple de l'abbé que s'il y a un risque, qu'il me pende publiquement. S'il y a un risque, on va le pendre. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h. Et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Radio Espace avec vous, mesdames et messieurs, pour cette émission, l'émission citoyenne, s'il vous plaît. Et oui, les GG, ici, tout c'est le dessus de l'actu. On s'intéresse dans un instant à monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, Saloum Sissé, secrétaire général de RPG Arc-en-Ciel, et Chérif Abdallah, président de Goa. Nous allons les avoir dans un instant sur cette antenne. Mais bien avant, lui, il est du côté de Paris, c'est le vice-président de l'UFDG, monsieur Baouri, et il va parler ce matin. Et oui, ceci par rapport à l'actualité, la crise qui perdure dans notre pays, plus de 2 ans après la présidentielle, l'organisation de législatives suscite toujours des polémiques, mais aussi au sein de l'UFDG, parce qu'on le sait très bien, il y a une crise profonde aussi. Qu'est-ce que Baouri pense de tout ça? Dans un instant, nous allons l'avoir dans cette émission, Ahmed Kamara. Ben, on connaît Baouri pour ses débats, on le sait très bien, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais comme vous le signalez tout de suite, c'est vrai que c'est un parti quand même qui est en ballottage depuis un certain temps. Baouri qui s'entend pas avec le président du parti, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui, on s'en rend compte que les convictions, il y a quand même une certaine différence, parce que parfois lui il a besoin de pugnacité et le président du parti, lui n'est parfois pas dans cette logique. Donc c'est pour vous dire que dans ce parti, c'est clair que ça ne va pas, c'est pas le top forcément. Mais ce qui reste clair, comme on le connaît, Baouri, je le disais tout de suite, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui s'insurge aujourd'hui contre le modèle de gestion engagé par le pouvoir en place. Nous allons l'avoir d'un moment à l'autre et sûrement il reviendra donc sur ces différentes manifestations qui sont prévues par l'opposition. Entre autres, voilà, Moussa Moïse Silla. Dans le parti, je ne pense pas trop. Dans les relations entre les deux hommes, d'accord, parce que tout simplement, la relation s'est un tout petit peu dégradée, mais le parti reste en tout cas le plus. Oui, quand on attendait l'homme dit, dans l'une de nos interviews qui disait, vous allez voir que Baouri est supporté dans ce parti. Je comprends, mais Baouri, je pense qu'il n'a pas encore jusqu'à nos jours, jusque maintenant, demandé à ce que ses partisans au sein de l'UFDG quittent la maison mère pour le rejoindre. Je pense qu'il y a encore une certaine harmonie au sein du parti, mais les relations entre les deux hommes c'est un tout petit peu écorcé. Mais ce qui reste clair, le parti reste le plus en vue actuellement et son leader continue de croire à une certaine réconciliation entre les deux hommes, comme Célou Dalé nous l'a dit. Voilà, nous avons en direct Baouri, mon cher Bantanko. Les grandes gueules. Et là, Baouri, bonjour. Bonjour, vous m'appelez Elhaj, mais je vous remercie, mais je ne le suis pas encore. Ah, vous le serez prochainement. vous le serez très bientôt, là, comme Elhaj, professeur Alpha Condé. Voilà. Alors, bienvenue dans les GG. Nous parlons de cette crise politique qui perdure en Guinée. Aujourd'hui, vous êtes à l'étranger depuis plus de 2 ans et vous avez les yeux et les esprits rivés sur ce qui se passe en Guinée. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation en Guinée? C'est triste de le dire, mais je suis meurtri de constater que ce que j'avais déjà dit en avril 2011
pour indiquer que M. Alpha Condé s'engage dans une dérive dictatoriale s'est révélé exact parce que je rappelle qu'en avril 2011 au Palais du Peuple, j'avais dit que le régime s'engage dans une mise en place d'un coup d'État institutionnel. Et donc aujourd'hui, 2 ans après de multiples manifestations pacifiques, beaucoup de morts, beaucoup d'atermoiements à des dialogues, de parodies de dialogues, on en revient à la case de départ, c'est-à-dire la volonté systématique de M. Alpha Condé de s'imposer coûte que coûte en confisquant l'intégralité de tous les pouvoirs dans notre pays. Et de ce fait, on répète ce que nous avons connu dans le passé, une dictature succède à une autre dictature. Et je crois que cette fois-ci, le peuple guinéen ne se laissera pas faire. Alors, M. Baouri, est-ce que vous sentez une certaine mollesse de la classe politique guinéenne? Je veux parler de l'opposition. Vous sentez qu'ils ne sont pas assez forts dans les actes, dans les propos? Bon, vous savez, en politique, ce n'est pas le mot qui compte le plus. C'est la stratégie appliquée. Et par rapport à cela, la faute majeure de l'opposition guinéenne, c'est d'avoir réduit son champ politique simplement à la contestation des mesures de M. Alpha Condé pour détourner le processus électoral en sa faveur. Et ça, c'est un des éléments qu'ils ont mis en avant. Ils ont négligé les autres questions fondamentales comme les violations répétées de la Constitution, les violations des droits de l'homme, la situation du quotidien du Guinéen qui ne fait que s'empirer. Tout cela donne une idée comme quoi l'opposition ne s'intéresse qu'à avoir des postes de députés. Le sort du pays, le sort de la population, le sort des jeunes et des femmes est considéré comme secondaire pour elle. C'est la perception que les Guinéens se font de la politique. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Mais est-ce que M. Baouri, est-ce que vous ne faites pas un mauvais procès, un procès d'intention à cette opposition qui a tout de même montré toute sa pugnacité et toute sa fougue dans la bataille quand même. Tout de même, vous considérez cela quand même, M. Baouri? Non, les manifestations, je suis d'accord. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées. Mais les Guinéens sont descendus dans la rue au prix de leur vie pour un changement profond. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ces manifestations et ces démonstrations de volonté de changement du peuple guinéen? C'est tout simplement pour dire nous voulons un dialogue sincère avec un régime qui ne veut pas du tout entendre parler de dialogue. C'est à ce niveau-là que la stratégie était mauvaise. Mais sinon, alors selon vous, l'opposition ne devait pas du tout s'inscrire dans la logique de ces concertations. Et elle s'est fait, si on vous suit très bien, elle s'est fait prendre à son propre piège. Bien entendu, parce que fondamentalement, lorsqu'un gouvernement, un régime qui s'installe à peine 2 ou 3 mois après, viole la Constitution de manière répétée, alors que nous connaissons les dérives dictatoriales que notre pays a connues, il était important que l'opposition soit ferme par rapport au respect de l'autorité de la loi. Qu'est-ce que vous appelez être ferme, M. Baouri? Qu'est-ce que vous appelez que l'opposition soit ferme? Par exemple, la violation de la Constitution, la CENI qui devrait être constitutionnellement indépendante, mais par la suite, il y a eu des mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour en faire un organe technique sous sa responsabilité. La dissolution des conseillers communaux et la mise en place de délégations spéciales, à la suite de cela, la loi dit que 6 mois après, il devrait y avoir des élections communales pour élire les représentants de la population au niveau de cette instance délibérative. Mais la dissolution a été une violation de la Constitution, de la loi sur le Code des collectivités, et par la suite, ils ne se sont pas donné la peine d'exiger que 6 mois après, que de nouvelles élections puissent se mettre en place. Je peux répéter plus d'autres éléments pour indiquer qu'on n'a pas été là où il fallait. Les massacres de population à Zogota, ça n'a pas eu, disons, l'indignation
indispensable qu'un pays qui connaît beaucoup de violations des droits de l'homme durant ces 50 dernières années. Alors, M. Baouri, que peut faire une opposition qui n'est pas... Monsieur Baouri, que peut faire une opposition qui n'est pas au pouvoir, à part de protester en descendant dans les rues, en organisant des marches pacifiques et en lâchant du lest quelquefois, suite à certaines concessions du pouvoir en place? Qu'auriez-vous fait si vous étiez chef de file de cette opposition, Monsieur Baouri? Il y a des formes, il y a des règles fondamentales. On peut ne pas s'entendre sur est-ce qu'il faut tourner à gauche ou à droite au niveau d'un carrefour. Mais on doit s'entendre et faire respecter le socle fondamental des lois de la République, c'est-à-dire la Constitution et les lois. Si on laisse ces lois piétiner, violer impunément, il va de soi qu'on n'est plus dans une République. Et de ce point de vue, un dialogue n'est pas possible au détriment du respect de la loi et de la Constitution. C'est ça la République. Si on abdique devant ça, cela veut dire qu'on laisse la porte ouverte à toutes les dérives et c'est ce qui est arrivé. Oui. Baouri, alors si l'opposition a péché dans le fond, c'est-à-dire sur ces manifestations, alors à quel scénario pourrons-nous nous attendre désormais? Je suis désolé, la population guinéenne voit avec inquiétude son avenir et l'avenir du pays. Aujourd'hui, le pays est bloqué. On est comme en 2007. Lorsque le général Lansana Conté, complètement malade, n'était plus en mesure de gérer le pays et le pays était pris en otage par une caste prédatrice. Nous sommes dans le même type de schéma et je ne vois pas comment la Guinée peut sortir de cette situation sans que la population guinéenne, comme par le passé, se lève et exige le départ de M. Alpha Condé. Voilà, Baouri en direct chez les GG, mesdames et messieurs. Allez, dernière question. De l'autre côté, vous avez des idées, vous semblez avoir compris beaucoup la stratégie du président Alpha Condé, qui a affirmé lors des meetings que tous les opposants étaient ses élèves en matière politique. Pourquoi vous ne partagez pas ces idées, M. Baouri, avec El Hadj Cellou Dalein Diallo, ou bien vos relations ne sont pas au top? Non, j'ai toujours exprimé à haute et intelligible voix ma position, mes points de vue sur la gouvernance d'Alpha Condé. Mais je suis désolé, si on n'a pas voulu m'entendre, et ça, c'est dommage, mais c'est le peuple guinéen qui perd, c'est le peuple guinéen qui est en retard, ce sont des pauvres citoyens qui ont été tués et qui sont emprisonnés. C'est dommage. On a l'impression que le courant ne passe plus entre vous et le président de l'UFDG. Dites-nous un peu plus. Non, ce n'est pas important. Mais si, c'est important, M. Baouri. C'est très important. Non, je suis aujourd'hui, mon inquiétude porte sur le pays. Mes relations avec El Hadj Cellou, je considère cela comme étant très secondaire. Et vous savez pertinemment que nous n'avons pas la même approche par rapport à la stratégie et à la manière dont il faut agir pour empêcher... Oui, est-ce qu'il faut s'attendre à un divorce? Est-ce qu'il faut s'attendre à un divorce dans les mois et années à venir entre vous et la Cellou Dalein Diallo? Est-ce qu'il faut s'attendre à voir Baouri créer son propre parti politique, donc partir du... Et appeler ses partisans à le rejoindre? Baouri est déjà dans son propre parti politique. Et je répète que l'UFDG est suffisamment forte pour contenir des divergences de points de vue politiques en son sein. Et l'essentiel que de part et d'autre, on doit s'astreindre à respecter, c'est le fonctionnement démocratique des institutions de l'UFDG. Parce que c'est ça le socle sur lequel notre entente et notre union peut se faire. Bien. Si tel n'est pas le cas, comme on combat la dictature de M. Alpha Condé, le combat se fera aussi à l'intérieur du parti pour faire respecter le caractère démocratique et les fondements républicains et les valeurs qui nous ont toujours animés depuis près de 30 ans maintenant. Voilà, M. Baouri, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt, au revoir. Voilà, Bahouri était en direct. Oui, c'est pas passé inaperçu, hein, Bahouri qui insiste chaque fois qu'il fait une sortie médiatique pour dire qu'il est déjà dans son propre parti politique. Oui, ouais. Alors je pense que ça doit donner à réfléchir du côté de l'UFDG. Et voilà, ce n'est plus un mystère. Il y a les relations entre Bahouri, c'est la force d'empoigne entre lui et celui d'Alain Diallo. Et l'avenir, les jours et les mois à venir nous édifieront beaucoup plus sur les relations entre les deux personnalités. Justement. Allez-y, Bantanko. Il faut dire que Bahouri connaît beaucoup plus Alpha Condé que Selou ne connaissent donc le professeur Alpha Condé. Ça, c'est un aspect très intéressant. Apparemment. Non, pas apparemment, parce que ces deux ont déjà travaillé depuis très longtemps à l'étranger avant que Alpha Condé, effectivement, ne vienne ici, parce que vous savez que Bahouri était dans la lutte pour la défense des droits de l'homme. Et dans ce cadre-là, d'abord, il a fait beaucoup de combats, et surtout quand il s'est versé dans la politique, alors que déjà le professeur Alpha Condé y était. Donc ils ont longtemps resté à travailler dans ce cadre-là depuis la France. Et donc c'est pourquoi je dis que il a beaucoup plus côtoyé Alpha Condé que Selou ne l'a fait, parce que vous savez déjà Selou. Ils n'ont pas la même approche. En fait, voilà. si apprend quelque chose quelque part, c'est un petit peu ça. Il l'a dit. Hein, voilà. C'est tout à fait. Donc dans ce cadre-là que je me dis, il a toujours dit qu'ils n'ont pas les mêmes approches, ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, et c'est là où en tout cas il y a la divergence entre donc ces deux personnalités. Voilà. Moussa Moïse, pour clore. Quand même, il préserve l'unité de l'UFDG. Parce qu'ils auraient été certains, ils auraient déjà appelé à la débandade, ils auraient déjà appelé leurs partisans à quitter le parti, mais il veut préserver l'unité du parti. Je pense que c'est quand même salutaire. Voilà. Il y a juste pour dire qu'il n'a pas été aussi tendre avec l'opposition dans sa globalité. Et Moussa lui a posé une question. Aurait été lui à la place de celui d'Alain Diallo en tant que chef de file de l'opposition, qu'aurait-il fait? Parce que je pense quand même que cette opposition a montré toute sa fougue, toute sa pugnacité dans le combat politique. Mais en même temps, on ne peut pas dire, on peut pas vraiment faire un procès en sorcellerie contre cette opposition pour le fait d'avoir participé à des concertations, pour avoir lâché du lest sur certaines questions. Je pense que on ne peut pas faire dans l'imaginaire de Bahouri, on ne peut pas faire d'une opposition radicale, fermée à toute concertation, fermée à tout dialogue. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Si on a bien compris ce qu'il a dit, aujourd'hui, le combat de l'opposition, c'était de manifester pour qu'il y ait un cadre de concertation. Alors lui, il dit qu'il y avait une possibilité, c'est-à-dire de manifester, mais pas pour demander un cadre de dialogue. C'est-à-dire, il fallait dès le début qu'il y a eu, donc selon lui, la violation de la Constitution, donc manifester et demander au peuple, donc d'exiger aux autorités de respecter les lois. Et donc dans ce cadre-là, on ne serait pas encore arrivé au niveau donc de demander un dialogue. Voilà, bien dit là-dessus. Allez, on marque une petite pause, mesdames et messieurs, dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. Khalifa Gassama Diaby est dans nos locaux. Nous allons l'avoir dans cette émission, sur ce plateau, mais aussi Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, Saloum Cissé, secrétaire général de RPG Arc-en-Ciel, et Abdallah, Chérif Abdallah, voilà, président de Goa. Nous allons les avoir successivement dans la deuxième partie de cette émission. Une petite pause du côté de la réclame et on revient. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakova, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Oui, on s'intéresse toujours à l'actualité dans un instant. Khalifa Gassama Diaby, invité exceptionnel de cette émission ce matin. Voilà, nous allons l'avoir dans notre studio. Successivement aussi, nous allons essayer de joindre Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, Saloum Cissé, secrétaire général de RPG Arc-en-Ciel, et Chérif Abdallah, président du Goa. Et nous allons tous les appeler dans cette émission ce matin encore une fois. Merci de nous rejoindre, mon cher Bantako. Dans un instant, on va essayer de s'intéresser à Khalifa Gassama Diaby. Longtemps, hein, voilà, on n'entend pas parler de lui. Silence total, silence radio. Qu'est-ce qui explique, hein, voilà, la sortie de Khalifa ce matin? Oui, on sait que d'abord il s'est déplacé, il était hors donc du pays, et depuis son retour, c'est vrai, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec lui, on entend très peu donc parler de lui. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on a tapé sur la table? Non, vous savez déjà que généralement, il est beaucoup plus, en tout cas vu sur le terrain quand il y a tension
tension quand il y a en tout cas des manifestations en vue. Et vous savez qu'on était dans une détente politique. En tout cas, la crise c'était un petit peu, en tout cas, nous avait permis de nous détendre. Et moi, je pense que lui-même, il était un peu détendu. Et voilà, l'opposition revient. Et puis, c'est le langage de la rue qui va recommencer. Alors, on va voir encore Khalifa, parce que tout simplement, il faut le dire, hein, vous savez, les manifestations, surtout quand elles sont appelées par l'opposition, elles deviennent encore beaucoup plus, violentes. Et comme ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On craint, tout le monde craint donc que ce cycle infernal ne reprenne. Et voilà la raison pour laquelle donc Monsieur le ministre est avec nous. Et effectivement, c'est comment est-ce qu'il faudrait faire, c'est pour éviter donc de jouer aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire d'endiguer, de prévoir les choses bien avant qu'elles n'arrivent. Voilà. Dans un instant, on va l'interroger. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, dans ce studio A de la radio Espace, Khalifa Gassama Diaby. Et voilà, l'autre question que j'ai posée tout de suite à Bantanko, ce silence. Mais déjà, comme l'intéressé est là, on va l'interroger. Khalifa Gassama Diaby, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, les GG, sur Radio Espace. Alors, je le disais tantôt, très longtemps, Bantanko m'expliquait tout de suite comme quoi vous étiez hors du pays. On vous n'entend pas parler de Khalifa Gassama Diaby. On s'est posé des questions. Est-ce qu'on a tapé sur la table, mon petit, tais-toi. On sait un peu comment ça se passe du côté de la présidence de la République. Alors, Khalifa n'était pas là. Il est revenu ce matin, sortie médiatique pour essayer, pour capable de comprendre, en même temps revenir un petit peu sur l'actualité. L'heure est très grave, Monsieur Gassama. Oui, alors je vous rassure, j'ai participé à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc j'étais en mission. J'étais absent de la Guinée depuis 3 semaines. Voilà ce qui justifie ce silence, si on peut l'appeler ainsi. Ça va, Monsieur Gassama? Tout va bien. Ah, ben d'accord. Au début, c'est ça. Alors, c'est la question. Il y a un rapport d'ailleurs qui a été publié lors de cette rencontre, Monsieur le ministre, sur la Guinée, bien évidemment. Sur l'état des droits de l'homme. Tout à fait. Il y a eu un rapport. J'ai justement participé à ce conseil par rapport à ce rapport. J'ai eu l'occasion de dire les choses de la façon la plus honnête, la plus claire, en tenant compte de la réalité des choses et de la complexité de la situation. Expliquer que nous avons des réels problèmes de droits de l'homme. Dire le contraire, ce serait faire preuve d'irresponsabilité et de malhonnêteté intellectuelle et politique. Le problème n'est pas de nier. Le problème est de dire oui, nous avons des problèmes de droits de l'homme. Et trouver des solutions. Et de trouver des solutions. Puisque si vous ne reconnaissez pas une chose, vous ne pouvez pas faire face à cette chose. Et le Conseil a été extrêmement sensible à cette logique et nous a exprimé sa disponibilité à accompagner la Guinée dans sa politique de promotion et de protection des droits de l'homme. Entre autres, quand vous dites que nous avons beaucoup de soucis, de graves problèmes en ce qui concerne les droits de l'homme, vous parlez un petit peu des manifs, des violations continues des droits de l'homme dans le pays. Au-delà des manifs, c'est une question structurelle. Je vous rappelle que les droits de l'homme, c'est une problématique générale et sociétale. Ça concerne toute la société. Ce n'est pas une question institutionnelle, ce n'est pas une question décrétale ou politique. C'est quelque chose qui a trait à une vie sociale. C'est une question de civilisation. Les droits de l'homme, c'est cette philosophie qui nous permet de vivre ensemble dans l'idée de respecter la dignité des personnes humaines, leurs droits et leurs libertés. Ce sont des droits naturels. Ce ne sont pas des cadeaux que l'État offre à ses concitoyens ou à ses citoyens. Chaque être humain naît avec un certain nombre de droits naturels. Ce sont des droits qui sont au-delà de la politique, qui existent avant la politique. Droit universel. Droit universel. Le paradoxe, c'est que aussi, bien qu'ils soient des droits qui précèdent la politique, ils ont besoin de la politique pour être effectifs. Ils ont besoin de l'œuvre politique, d'un environnement qui soit propice à la jouissance de ces droits, d'où la nécessité
des institutions fortes, démocratiques, et qui placent en leur cœur justement le souci de la promotion de ces droits ainsi que de leur sauvegarde. Alors, c'est bien de le rappeler, Abakar. Laissez-moi poser cette question. En peu de temps, beaucoup de choses, en tout cas à votre effectif, Monsieur Gassama, d'aucuns disaient comme quoi vous serez découragé. Ce qui a fait que vous êtes parti. Si vous apportez cette information, comme quoi, non, c'était par rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Justement. Alors, tout ce qui se passe maintenant, on vous a vu sur le terrain, Monsieur Khalifa Gassama, se battre pour qu'on puisse peut-être autoriser les manifestations. Votre état d'âme aujourd'hui, Monsieur Khalifa Gassama Diaby, vous n'êtes pas un peu dessus de tout ce qui se passe? Écoutez, malgré les efforts. Je pense que la situation de notre pays est telle qu'il n'y a pas de place pour les états d'âme. Ce que je fais, je le fais pour mon pays. Ce que je fais pour tous les Guinéens. Il me semble que cela... C'est pas la personne, je parle au ministre. Justement, c'est le ministre qui parle. Mais justement, quand je parle d'état d'âme, dans ce sens que vous vous déployez sur le terrain, vous essayez de faire bouger les choses, on sait bien comment ça se passe dans les camps. Je parle un petit peu de la mouvance, parce que on vous aurait taxé à dire quelque part que vous jouez le jeu de l'opposition, parce que il faut pas rêver, quoi, à dire un ministre qui sort sur le terrain à convaincre le président d'accepter, en tout cas en ce qui concerne les manifestations. Il y a un moment... on se dit non, c'est pas normal. Alors soyons clairs sur cette question des manifestations, pour une fois. Je suis ministre des droits de l'homme et je suis juriste. On me demande, en Guinée, a-t-on le droit de manifester? Je réponds oui. La Constitution le garantit. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit fondamental. C'est une liberté indispensable pour la démocratie et pour la philosophie démocratique. Dire le contraire, c'est faire preuve de malhonnêteté juridique et morale. On me dit, est-ce que dans notre pays, l'occupation de l'espace public est problématique et source de violence? Je réponds oui. C'est quoi la responsabilité d'un homme public? C'est de concilier ces deux réalités. Vous savez, Jaurès disait que nous devons aller à l'idéal en passant par le réel. Notre idéal, c'est faire en sorte que les manifestations soient banalisées et que ceux qui ne sont pas contents aient le droit et la garantie de pouvoir l'exprimer. Même s'il y a l'échec, M. Diaby. Qu'est-ce que vous appelez échec? Échec, parce que vous avez fait des efforts pour que on puisse continuer dans cette lignée. Aujourd'hui, quoique. Alors, je n'appelle pas cela l'échec pour une seule raison. Je suis extrêmement conscient de la complexité et de la difficulté de construire une société démocratique. Ça ne se fait pas par décret. Une année ne suffit pas. 2 ne suffit pas. 3 ne suffit pas. 5 ne suffit pas. 10 ne suffit pas. Je vous rappelle qu'il suffit de voir l'histoire des pays aujourd'hui qui servent de modèle démocratique, qu'ils ont fait des dizaines d'années, d'autres même des siècles, pour construire une société démocratique. Vous savez, pour construire une société démocratique, il faut ce qu'on appelle la mobilisation de l'état social, la base, la culture sociale, la culture intérieure. Alors, qu'est-ce que vous avez comme ingrédient aujourd'hui en Guinée par rapport à cela, M. Khalifa? Ce qu'il faut, c'est d'abord être conscient de l'enjeu. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est une transformation complète de notre mode de pensée et d'agir. Et cela concerne tous les Guinéens. Et qu'on ne nous fasse pas croire. Et qu'on ne fasse pas croire aux Guinéens. Ça serait le mentir. Qu'on le fera attendre à la maison calmement. Et que les leaders politiques et l'État construiraient la démocratie et puis les livrerait la démocratie clé en main. C'est impossible. Chaque Guinéen doit être conscient que sa façon de penser, sa façon d'agir a une influence directe sur notre volonté collective de construire une société démocratique. C'est un mouvement collectif. Et ce mouvement collectif est un mouvement de transformation intérieure qui doit relever de chaque individualité. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est un devoir d'y arriver et je garde espoir que le processus est enclenché, qu'il va être périlleux, il va être complexe, il va être long, mais ce qui est important, c'est que chaque acteur social, politique,
culturels, individuellement, institutionnellement, soient conscients. Un, de la difficulté de la situation. Deux, de l'impératif que nous avons à construire en Guinée une société de liberté et de justice. Bien. Vous l'aimez bien parce que je n'arrive pas à comprendre que vous ne posez pas des questions. Oh non, mais c'est parce que il est dans une certaine logique. Ça a été un véritable, une certaine, je veux pas dire un certain dialogue entre vous parce que. Ah ben on l'a pas du tout. Monsieur Guirassy, Monsieur Khalifa Diaby, donc laissez-nous parler aussi quoi. Quand même, Moussa, qu'est-ce que tu veux raconter là? Je sais ce que je veux raconter. Non, pas du tout. Alors, la question que je pose, c'est que monsieur le ministre des droits de l'homme, vous l'avez dit, la Guinée n'est pas un paradis du respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme également ne peuvent pas se décréter. L'instauration des droits de l'homme, ça ne se décrète pas. Mais on a l'impression que vous avez une double mission. À faire comprendre à l'État qu'il faut respecter les droits de l'homme. Autrement dit, la politique de l'État. Franchement, et à faire comprendre à votre propre camp, parce que vous appartenez à ce gouvernement, et beaucoup d'observateurs ne manquent pas de dire que la violation des droits de l'homme, en premier lieu, provient de l'État. Et de l'autre côté, faire comprendre à l'opposition qu'il y a une certaine condition qu'elle doit aussi remplir avant d'occuper les places publiques et ou d'organiser les différentes manifestations. Là où vous vous trouvez, Monsieur Khalifa Diaby, est-ce qu'il n'y a pas une tâche assez colossale, assez immense, que vous n'arrivez pas à supporter? Essayons d'être un peu plus précis, Monsieur le ministre. D'abord, je vous remercie. Je crois que ce serait m'accorder suffisamment d'importance que de croire ou faire croire que je serais celui qui ferait cela tout seul dans ce pays. C'est impossible. Je suis désolé de vous décevoir là-dessus. Vous savez, il y a un paradoxe en Guinée, c'est que nous nous servons des concepts qui ne sont pas totalement appropriés au contexte. Vous avez dit la responsabilité symbolique, théorique de l'État dans toute politique de sauvegarde des droits de l'homme. Vous avez raison. Intellectuellement, c'est le cas. Mais vous oubliez quelque chose. Ce que vous oubliez, c'est la réalité de ce que vous appelez l'État. Lévi-Strauss disait que lorsque vous êtes éloigné de la réalité, vous faites du concept la réalité. Mais seulement la réalité est là. Moussa, il vit en Guinée. Hein. Je vais y arriver. Oui, allez-y. Je vais y arriver. Ouais. Lorsque vous êtes éloigné de la réalité, le concept, le mot qui décrit la réalité devient pour vous la réalité plus que la réalité. Lorsque vous dites État, on sait ce que c'est qu'un État. Mais la première difficulté chez nous, dans notre pays, c'est d'abord la construction de ces institutions étatiques. La construction de ces institutions étatiques qui ne sont réelles que par les symboles juridiques et qui ne sont réels que par un certain nombre de symboles insuffisamment viables. L'État est, dans toute philosophie des droits de l'homme, la première source de violation, et c'est parce que c'est la première source qu'il doit être le premier garant. C'est vrai. Mais cet État, chez nous, est à construire. Il est à consolider. Si vous oubliez cette réalité, vous regardez la question des droits de l'homme comme si vous étiez dans un cadre où l'État est déjà effectif, il est là, et que la violation des droits de l'homme, ça serait une question simplement de volonté manifeste de quelques-uns à violer. On est dans ce pays, il y a deux sources de violation. Au niveau de la puissance publique, des institutions publiques ou de ceux qui agissent au nom de l'État. Deux, ceux qui le font manifestement. Et ceux-là doivent être sanctionnés. Et cela doit être dénoncé. Et puis deuxième source. Deuxième source, il y a des violations qui s'expliquent par la fragilité et la faiblesse de l'État. Voilà, monsieur Gassama. Bien, nous avons le ministre, non pas le ministre, mais plutôt monsieur Aboubacar Silla, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les GG. Vous avez appelé à une marche pacifique demain, jeudi 18 avril. Dites-nous, est-ce que vous maintenez toujours votre mot d'ordre de manifester? Absolument, parce que nous restons cohérents avec nos objectifs et notre démarche. Nous avons volontairement décidé unilatéralement d'observer une trêve en ce qui concerne les manifestations, parce qu'à un moment donné, il nous a semblé qu'il y avait une ouverture pour un franc et sincère avec les autorités, ce que nous avons toujours réclamé. Et c'est le fait que ce dialogue ne s'installe pas que nous avons en désespoir de cause
enclencher une série de manifestations pour amener le pouvoir, accepter cette discussion directe avec l'opposition sur des questions qui la concernent fondamentalement, puisqu'il s'agit du processus électoral. D'accord. Donc, nous avons fait cette trêve parce qu'il y avait un dialogue qui s'amorçait. Il se trouve que malheureusement, toute l'architecture que nous avons bâtie pour ce dialogue-là, tous les préalables qui avaient été convenus, mais tout a été brutalement et sans aucune raison valable remis en cause. D'accord. Donc nous revenons dans notre logique ancienne et nous enclenchons de nouveau un programme de manifestation. Alors, monsieur Silla, c'est sûr que vous avez donc envoyé des courriers dans les différentes communes que vous allez traverser. Est-ce que vous avez finalement été répondu positivement? Bon, nous avons déposé dans les délais légaux, c'est-à-dire de lundi, nous avons déposé les courriers, les lettres d'information. Les manifestations sont placées en Guinée sous le principe de la déclaration préalable, il n'y a pas d'autorisation à demander. Nous avons donc saisi les autorités locales concernées, à savoir les communes de Matoto, de Matam et de Kaloum. Bien. Alors, M. Abakar Silla... Nous avons déposé les courriers et jusqu'hier soir, on n'avait pas reçu encore de réaction. Et on vient de m'informer ce matin que le gouverneur de la ville de Conakry aurait demandé de déplacer l'itinéraire, la marche de l'autoroute sur la route Le Prince, précisément de Handalay au stade du 28 septembre. C'est-à-dire, c'est sur un tronçon qui ferait à peine 2 km. Bon, cette information, nous venons de la voir. C'est un courrier que le gouverneur de la ville nous a adressé. Bon, nous allons l'examiner tout à l'heure, certainement, et nous allons prendre les mesures qui s'imposent. De l'autre côté, monsieur Silla, c'est que il y a des informations, des rumeurs qui parlent d'infiltration. La marche du jeudi serait une manifestation à haut risque. Est-ce que vous avez des détails sur ces rumeurs, monsieur Silla? Vous avez parfaitement raison. Nous avons effectivement appris que notre marche serait infiltrée par des personnes qui devraient elles-mêmes susciter des perturbations, des agressions par-ci par-là, des jets de pierre vis-à-vis des forces de l'ordre, pour pied leur intervention et donc donner une base à la dispersion de la manifestation. Bon, mais nous avons nous-mêmes notre propre service d'ordre, nous ferons ce qu'il faut faire, mais évidemment, si de l'autre côté, on veut toujours les jeux démocratiques, on ne veut pas que les libertés politiques s'exercent librement, eh bien, ça va être extrêmement difficile. Monsieur Silla, en dépit de la convocation du corps électoral par décret présidentiel, les Nations Unies ont tout de même accepté d'envoyer leur facilitateur à la personne de Said Djinnit. Est-ce que vous pensez que Said Djinnit a quelque chose à faire à l'état actuel de l'évolution de la crise guinéenne? Est-ce qu'il a quelque chose à faire pour sauver la situation? Justement, parce qu'il a déjà rencontré... Il est venu, il a rencontré les leaders politiques, il a échangé avec eux et il est reparti. Bon, il est venu en fait en consultation. On lui a expliqué que le dialogue devenait aujourd'hui sans objet, parce que tout ce qui devait faire l'objet de ce dialogue, tout ce qui était au menu de ce dialogue-là, a été traité de façon définitive par le gouvernement. Il s'agit notamment de la question liée à la sécurisation du système WEMAC. Le cœur de ce dialogue-là c'était la question de l'opérateur technique. Si le gouvernement estime qu'après avoir pris des mesures unilatérales de sécurisation de ce système-là, il n'est plus question de poser cette question sur la table et d'en débattre, seulement je ne vois pas à quoi servirait le dialogue. Si le président de la République a convoqué le corps électoral dans le cadre d'un chronogramme qui ne prévoit pas la satisfaction de nos revendications, parce que le chronogramme qui permet de tenir les élections le 30 juin ne permet pas de changer d'opérateur technique, ne permet pas de faire voter les Guinéens de l'étranger. Vraiment, le dialogue, il est sans objet. Et je crois que le gouvernement lui-même, la CENI elle-même, ils ont tous tiré les conséquences de cette situation qu'ils ont contribué à créer, redémarrant le processus du recensement. Donc à partir du moment où le recensement a recommencé au niveau de la CENI, on va de quel dialogue il va s'agir maintenant. Bien. Monsieur Abakar Silla, en tout cas, grand merci, monsieur Silla, monsieur le président de l'UFC. Merci beaucoup. On va essayer d'appeler d'autres personnes dans cette émission ce matin. Les grandes gueules. On s'intéresse à notre invité, monsieur Khalifa Gassama Diaby, en direct. Alors, monsieur Gassama, vous avez donc écouté tout de suite le porte-parole de l'ADP, le collectif, le CDR, Aboubacar Silla, mais également on parlait d'infiltration, et à chaque fois quand on parle de manifestation, à la fin on parle également de violation des droits de l'homme. Finalement, aujourd'hui, quel est votre point de vue? Vous pensez qu'il y a des risques au regard de tout ce que nous vivons? Au regard de l'expérience dans notre pays, il y a évidemment des risques. Et je crois qu'il revient d'abord en premier lieu à l'État de veiller à ce que les manifestations se passent bien sous le contrôle des forces de sécurité
et que ces forces de sécurité, en partenariat, en collaboration avec les services d'ordre des partis politiques qui ont appelé à manifester, qu'ils travaillent ensemble. C'est comme ça que cela se passe dans tous les pays sérieux du monde, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Qu'est-ce que c'est que cette société où on n'est pas capable de contenir les violences? Il y a un basculement de la Guinée dans une culture de plus en plus récurrente de la violence. Et cette violence est devenue inacceptable pour nos concitoyens. Alors, et pour ceux là pour lesquels chaque vie humaine a le même prix, quand il y a des menaces de violence dans notre pays, perdent leur sommeil. Moi, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres à dire que avoir raison ne donne pas droit à tout. Bien. Avoir tort ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas de droit. Et qu'il faut faire en sorte, d'une part, que les manifestations aient lieu parce que c'est un droit fondamental et constitutionnel, et que ceux qui manifestent fassent en sorte que cela se passe dans le strict respect de nos lois, dans le strict respect de l'intégrité des biens et des personnes, mais aussi que l'État assume sa responsabilité de premier agent protecteur de l'ordre public, et que nos agents de sécurité agissent dans le strict respect de la loi. Ça y va de la dignité de notre pays, ça y va de la préservation de la paix sociale. Oui. Monsieur Diaby, on va rester toujours dans le cadre donc de respect des droits de l'homme. Vous savez déjà, généralement, cela se passe, les violations donc des droits de l'homme se passent entre forces de l'ordre et civils. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de la relation et la cohabitation entre forces de sécurité et population civile? Alors, je ne pense pas que ce soit simplement cet aspect généralement. Généralement, tout à fait. D'abord, il y a deux façons de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Il y a la culture des droits de l'homme, l'éducation, la formation, la sensibilisation, faire de la pédagogie. Et comme toute éducation, comme toute sensibilisation, comme toute action qui a comme cible principale la transformation des mentalités, ça prend du temps. En attendant, il y a une deuxième façon, et les choses doivent être complémentaires. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration avec la gendarmerie ou en tout cas les forces de l'ordre dans ce sens, monsieur Gassama? Tout à fait, tout à fait. La deuxième façon, c'est la sanction. La sanction. L'impunité garantit la répétition. Il faut que dans notre pays, et que cela soit dit, un ministre des droits de l'homme n'est pas un ministre des droits de l'homme s'il ne le dit pas. Nous devons sanctionner toute personne en Guinée, que ce soit du côté de l'État, ou du côté de la société civile, du côté des partis politiques, ou des citoyens guinéens. Toute violation de la loi doit être sanctionnée. Nous devons nous habituer en Guinée à ne pas placer des gens au-dessus de la loi. Nous sommes, et il faut le dire, en Guinée, nous sommes confortablement installés dans une culture de l'impunité. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il suffit d'être dans l'espace public. Quand vous êtes chauffeur, vous conduisez comme vous voulez, personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit. Quand vous agissez au nom de l'État, vous pensez que parce que vous agissez au nom de l'État, vous êtes au-dessus de la loi. C'est faux. C'est parce que justement, et je crois profondément, que ceux qui agissent au nom de la loi ont encore plus d'obligations à respecter la loi, puisqu'il y a un impératif moral qui s'impose à eux. Mais cela ne fait pas de ceux qui ne sont pas dans l'État, ne leur donne pas la liberté, eux, de ne pas respecter la loi. Donc, il faut que nous amplifions la politique d'éducation pour la culture des droits de l'homme en direction de toute la société et des institutions, y compris et en premier lieu les services de sécurité, mais que d'autre part, les deux doivent aller ensemble et que dans notre pays, nous donnons les sentiments aux Guinéens, à nos concitoyens, que lorsque vous violez la loi,
qui que vous soyez, vous serez sanctionné. Une société où il n'y a pas de sanction est une société qui se meurt. Il faut donc en finir avec la culture de l'impunité en direction de tous les Guinéens, de toutes les couches sociales. Et comment faire pour sortir de cette culture d'impunité, M. Diaby? Effectivement, vous êtes le ministre des droits de l'homme, donc vous devez sanctionner aussi ceux qui violent les droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire que ce département va sûrement dans les jours à venir ou dans les mois à venir traduire peut-être des personnes en justice qui auront violé la loi dans ce pays? Non. Alors, il y a les juges. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. On les traduit en justice. Je n'ai pas de pouvoir de traduction en justice. Lorsque des personnes comme cela se passent aujourd'hui, lorsque les personnes comme cela se passent aujourd'hui, nos concitoyens ont l'impression que leurs droits ont été violés, je les reçois. Je donne des conseils. Il peut y avoir une solution à l'amiable de réparation morale, équitable, quelque chose qui les rétablisse dans leurs droits. Si nous pouvons les y aider, nous le faisons. Mais le ministère des droits de l'homme n'est pas le ministère de la justice. C'est pas un juge. Je ne juge pas. Je ne suis pas procureur. Mais je dois, lorsque cela se fait, j'ai un devoir moral de dire ce qui est. S'il y a violation des droits de l'homme, cela doit être dit. Mais je le répète, en Guinée, il n'y a pas que l'État, qui est d'ailleurs une institution à construire, nous avons un problème récurrent de violation des droits de l'homme parce que l'État n'est pas suffisamment solide. Alors il manque un pilier très important de cette démocratie, l'Assemblée nationale. Vous savez que pour une démocratie, pour un État de droit que nous voulons construire, c'est un idéal encore. Mais monsieur le ministre des droits de l'homme, est-ce que le 18, vous serez à côté, vous serez dans la rue, muni de votre casque et du verbe pour pouvoir sensibiliser de part et d'autre à ne pas laisser dégénérer la situation? Pour le 18, je ferai tout ce que je peux pour que toutes les libertés soient conciliables et que ceux qui manifestent aient le droit et la liberté de manifester et que ceux qui ne manifestent pas aient le droit et la liberté de vaquer à leurs occupations. Voilà, monsieur le ministre Khalifa Gassama Diaby, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. 3 caméras dans ce studio. Certainement, vous avez des choses à dire à vos concitoyens, surtout à ces Guinéens qui regardent Gangan TV. Vous savez, il y a une dynamique en Guinée qui fait de la peine. On rentre de plus en plus, petit à petit, dans un processus d'animalisation et de déshumanisation de l'autre. L'humanité, c'est le souci de l'autre. On ne va pas réduire les Guinéens aux simples électeurs. Au-delà du souci électoral, l'humanité prime. Je voudrais dire à mes concitoyens que notre société est en péril. Il est en péril de coexistence fraternelle. Il est en péril de paix sociale. Il est en péril de respect réciproque. Il est en péril de considération générale et réciproque. Quelles que soient nos différences, personne ne pourrait se prévaloir de sa propre humanité s'il ne respecte pas l'humanité de l'autre. Il n'y a pas qu'en Guinée les militants de la mouvance et les militants de l'opposition. Il y a d'abord et avant tout des êtres humains. Et ces êtres humains ont des droits inaliénables et universels. Ces êtres humains ont des droits intangibles. Parmi ces droits, il y a celui de respecter leur dignité. Parmi ces droits, il y a celui de respecter leur sécurité. Parmi ces droits, il y a celui de respecter leur vie. Je demande à chacun de mes concitoyens, ceux qui m'écoutent, de réfléchir une seule seconde. Ce que je suis disposé à faire à l'autre, est-ce que j'accepterai qu'on me le fasse? Est-ce que j'accepterai être victime d'une violence injustifiée? Aucun de nos concitoyens ne mérite une violence injustifiée et illégale. J'en appelle à l'esprit de fraternité
Et je dis que plus que jamais, le dialogue est nécessaire. Il est encore plus nécessaire lorsque justement il semble être plus nécessaire du tout. Et j'en appelle à ceux-là qui pensent que la violence pourrait nous mener à quelque chose. Je suis convaincu, et je prends le pari avec l'histoire, que toute solution issue d'une violence est une solution éphémère. J'en appelle à la fraternité citoyenne et que le jeudi, qui est pour demain, nous acceptions, comme cela a déjà été fait dans notre pays, et contrairement à tous ceux qui ont des pronostics morbides, que notre pays peut se relever de cela, et que nous pouvons être fiers d'être en désaccord, mais de se respecter. Et que je dis à nos concitoyens que les élections législatives n'est pas la fin de l'histoire de ce pays. Je demande donc aux uns et aux autres de renoncer à la violence, de nous respecter et d'avoir le souci de l'autre. La Guinée nous appartient et nous avons le devoir de la préserver. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, Khalifa Gassama Diaby, qui était l'invité exceptionnel ce matin chez les GG. Mesdames et messieurs, à rappeler de passage, nous n'avons pas pu joindre à monsieur Cissé, Saloum Cissé. Malheureusement, le téléphone ne passe pas. Toutes nos excuses donc à monsieur Abdallah, le président de Goa. Donc, certainement, on va revenir là-dessus demain dans cette édition d'information que vous aimez sur Radio Espace avec Ibrahim Montankoba, Espace Première. Voilà, c'était tout pour ce matin. Demain, on va se retrouver, entre autres, avec certainement une édition spéciale sur cette radio avec l'équipe de la rédaction déployée sur le terrain. Grand merci à vous, téléspectateurs de Gangan TV. On allait en parler aussi en ce qui concerne ces manifestations de rue qui se passeraient à Ahmed Kamara, Bantanko, dans certains quartiers de Conakry. On a vu ce matin à Dar Salam, c'est pourquoi il y avait un énorme embouteillage. Des jeunes mécontents sont descendus pour protester contre l'obscurité. Ils estiment que le traditionnel tour à tour de EDG n'est pas du tout respecté. Je pense qu'il faut prendre en compte ce que Dr Kouyaté là, il nous a dit ici hier dans ce studio. Je pense que certains l'ont négligé, mais je pense que c'est très important. Il faut quand même réfléchir à tout ce qu'il a dit. Voilà, bien dit là-dessus. Allez, demain, d'autres invités dans cette émission, des surprises, et oui, c'est bien cela. Passez une excellente soirée. Dans un instant, sur Espace et Delphine 2 que vous allez avoir sur Gangan TV. Les programmes continuent parce que je ne connais pas le programme de cette télé. Et sur Suite FM à 20h, Ibrahim Assouri Massari vous donne rendez-vous. Passez une excellente soirée. Au revoir.